Bienvenue dans l'univers des salles du français, ces fameuses balados qui sont là pour mettre en valeur la langue du Québec, mais aussi se questionner et réfléchir à son égard, à son avenir, à son présent. Guillaume Raté-Côté, ici à votre service, avec Henri Rallon aujourd'hui, qui est président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Bienvenue, M. Rallon. Bonjour. Merci de votre accueil. C'est un grand plaisir. Premièrement, parlons de l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste. À la base, c'était déjà lié à la langue. Aujourd'hui, ça l'est peut-être encore plus. Oui, notre langue, nos institutions et nos lois, là. Exact. Pouvez-vous me faire un petit cours d'histoire sur la Société Saint-Jean-Baptiste? Moi, du haut de mes 36 ans, j'ai des images un peu floues d'un petit garçon frisé qui fait la parade de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal. C'est pas beaucoup plus que ça. Comment c'est né? Est-ce que ça date du régime français, ça a j'imagine? commencé à Montréal. Tout d'abord, il y a eu une première Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et puis là, à ce moment-là, les événements des Patriotes sont arrivés là-dessus. Et à Montréal, ça s'est interrompu pour quelques années. Et de ce fait-là, il y a des gens à Québec, des notables de Québec, qui ont décidé de partir eux aussi une Société Saint-Jean-Baptiste à Québec, vers 1840 et quelque chose. Là. OK. Et à ce moment-là, donc, pendant quelque temps, en fin de compte, bizarrement, contrairement à ce que les gens peuvent penser parfois, pendant quelque temps, c'était uniquement à Québec, justement, pendant quelque temps. Et après, Montréal est reparti. Donc, Montréal a commencé, ça s'est arrêté, Québec a pris la relève, et après, Montréal a redémarré. Et c'était une institution de défense des droits des Canadiens français, si je ne m'abuse. Oui, c'était un peu une espèce de nationalisme mou, si vous voulez, un peu, enfin, je rentre à un point doux, enfin bon, appelons-le comme on voudra, et donc qui défendait effectivement les Canadiens français, les institutions. Les institutions et qui a une place pour le français là-dedans, parce qu'avec la venue du régime anglais, il y a eu une évacuation presque totale au début des francophones là-dedans. Et là, graduellement, ils ont fait de plus en plus de place. Et la Société Saint-Jean-Baptiste est arrivée quand même, il y avait eu des ouvertures, mais évidemment, c'était pas suffisant. Alors, ça a contribué beaucoup à la francisation de ces institutions-là et aussi au maintien, exemple, du droit civil. Oui. Et puis, effectivement, il y a eu plusieurs congrès reliés même un peu aux Français, et des groupes qui sont passés au Canada à cette époque-là, et auxquels la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, évidemment, a participé de façon intensive. Oui, parce qu'effectivement, il y avait une situation qui était assez catastrophique, enfin, qui n'était pas très bonne. Donc, ça a permis à une certaine... il y avait un côté aussi sociologique. Enfin, bon, c'était quand même une bourgeoisie qui a œuvré à ce moment-là. Là. OK. Ça venait pas de la base, nécessairement. C'était une élite, une bourgeoisie. Non, c'est ça, oui, parce que ça a commencé d'ailleurs par un espèce de banquet, à Québec pour la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Là. Ah ouais. Donc un grand banquet qui a eu lieu et qui avec plein de personnalités de l'époque. Okay. Et donc c'était quelque chose plutôt, effectivement, comme je l'ai dit à l'instant, la bourgeoisie qui a montré un peu qui a tenu le flambeau, si vous voulez. Hein. Et comme vous disiez à l'instant, c'était pas un mouvement populaire, parce que justement, l'idée c'était justement de réveiller un peu le peuple, enfin, et de le maintenir dans la de lui redonner sa fierté. Et là, dans l'évolution, la place des francophones, la fierté, le nationalisme est revenu, moi je dirais à partir des années 20 là, en politique québécoise, après la Confédération. Est-ce que ça a fait des torts à la société ou elle s'est adaptée puis elle s'est tournée vers des enjeux qui sont plus près de ceux d'aujourd'hui? D'emblée, votre connaissance là, de cette transition-là, où après la Confédération, il y avait quand même de la place pour les institutions canadiennes, françaises et le français dans les institutions canadiennes. Est-ce que ça a été difficile pour la Société Saint-Jean-Baptiste de s'adapter ou il y avait tellement de travail que non, ça a été tout simplement... les
problèmes, s'il y a pu y en avoir de la Société Saint-Baptiste de Québec, je pense, ont plutôt été par la suite plutôt un peu, je dirais, au fond, après la guerre, si vous voulez, quoi, peut-être. Hein, Okay. Bon, et encore, même pas tout de suite après la guerre, d'ailleurs, à partir des années 60, mettons, là, plutôt. Sinon, la transition, non, c'était pas... ça, c'est plutôt... La société s'est penchée sur certains dossiers. Il y a toujours eu quand même quelques petits problèmes, comme toute association, mais... par exemple, si on prend un peu l'exemple de la statue sur le parc des Braves, la fameuse statue qui est là. Ouais. C'est la Société Jean-Baptiste qui a démarré ça. Okay, et à un moment donné, il y a eu un peu quelques problèmes financiers. Bon, ils ont été obligés de repasser un peu le bébé, si je puis dire, aux autorités gouvernementales. Et donc, ça, c'était un premier petit incident, si vous voulez, jusqu'à un certain point de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Là. Mais ça n'empêche pas que ce soit quand même eux qui aient moussé le projet et qui aient permis à ce parc et à cette statue de se réaliser, d'être réalisé. Mais il y a eu quelques petits problèmes à ce moment-là. Bon, parce que, donc, est-ce qu'on peut en supposer que il y avait quand même quelques contraintes à ce moment-là de la Société Saint-Baptiste de Québec, qu'elles soient financières ou de participation populaire? C'est possible, mais là, je n'ai pas d'informations plus à donner là-dessus. On comprend. Et on continue dans l'évolution de notre État du Québec jusqu'aux années 60, la Révolution tranquille, l'arrivée d'un message souverainiste organisé et populaire dans la population. Est-ce que la Société Saint-Jean-Baptiste est officiellement souverainiste et ça a été... Non, c'est ça, là. Quoi, l'évolution? C'est une autre question, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est l'époque où ça a commencé un petit peu à... Parce que la société, l'ancienne Société Saint-Baptiste de Québec, n'a jamais voulu prendre position unique sur l'indépendance du Québec, par exemple. Hein. C'était toujours les deux solutions possibles, soit l'indépendance, soit un statut renouvelé dans le contexte canadien, si vous voulez. Hein. Égalité, là, comme peut-être aurait dit plus Duplessis, mais une option où la reconnaissance du français fait en sorte d'assurer sa pérennité. Puis bon, ça mettait pas en cause la question du français. C'était vraiment la question. Ce qui était un peu plus ambigu, c'était la position politique générale. Mais la question du français a toujours été défendue, ça à fond quand même. Oui. Parlons des affiliations. Aujourd'hui, là, la Société Saint-Jean-Baptiste ou la Société nationale des Québécois, ça devient peut-être un petit peu difficile à démêler. Puis est-ce qu'il y a seulement une société à Québec et une autre à Montréal? Est-ce que ça s'est étendu? On en est où avec cette belle entité-là? La Société des Québécois et la Société Baptiste de Québec, aussi bien l'ancienne que la nouvelle, c'est quand même deux organismes complètement indépendants, si vous voulez. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment de contradiction ou de conflit. Là, c'est surtout deux sociétés qui œuvrent dans un état d'esprit un peu différent. C'était encore plus vrai avant que maintenant, ou bien maintenant que la nouvelle Société Baptiste de Québec, nous avons pris une décision de prendre franchement parti pour l'option indépendantiste. Okay. Alors ça a éliminé beaucoup d'éventuelles frictions avec ces genres de mouvements. Donc à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de contradiction, vraiment. Ce que les gens parfois perçoivent pas, c'est qu'il y a la Société Saint-Baptiste de Montréal, il y a la Société de Québec, il y a quelques autres sociétés Saint-Baptiste qui sont encore en fonction. Okay. Et il y a le mouvement national québécois et les sociétés nationales des Québécois, qui sont des mouvements plutôt ad hoc, rassembleurs sur certains sujets comme la fête nationale. Ouais. Hein? Qui organise la fête nationale finalement à Québec et Montréal? Est-ce que vous participez toujours à ça directement dans les grandes villes? Non. Non, nous, on n'était pas, parce que ces gens-là, eux, ont reçu un mandat carrément, un mandat théorique et en même temps financier, et que nous, on a l'ancienne Société Jean-Baptiste, moi, que j'ai participé dans le temps dans l'ancienne société aussi, et on organisait des activités pour la Saint-Jean-Baptiste, notamment ici en bas, à Saint-Roch, près de Saint-Roch, au centre de loisirs, là où maintenant il y a la Bibliothèque de Québec qui est installée temporairement. On faisait une fête pour toute la journée. Donc, qui était assez importante d'ailleurs, mais c'était juste une fête de quartier, si vous voulez, jusqu'à un certain point, que nous, on n'envisageait pas sous cet angle de quartier, mais plutôt plus général. Mais enfin, pour les gens, visuellement, c'était probablement plutôt une fête de quartier, si vous voulez. On comprend. Et là, il y avait diverses activités. Mais ce que je veux dire, c'est que
on n'a jamais eu le mandat d'organiser la fête nationale à Québec ou dans la région de Québec. C'est ça. La grosse affaire sur des plaines. Oui, non, c'était pas nous du tout. C'est plus gouvernemental que pour une organisation à but non lucratif comme la Société Saint-Jean-Baptiste. Peut-être quand même que vous avez un avis sur comment ça se déroule. Henri Rallon, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Est-ce que, à votre avis, on met assez l'accent sur le français? Ça va de soi que ça se passe en français, même s'il y a des fois des gens qui réussissent à critiquer ce fait-là. Mais sinon, est-ce qu'on ne devrait pas être plus en mode valorisation à ce moment-là de l'année qui, au final, revient un peu à la fête des fondements du Québec et donc dans lesquels la langue est proéminente? Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là que quand vous parlez de valorisation, vous entendez que... La parler puis la chanter, c'est une affaire, mais en la valorisant davantage, ça pourrait être une autre, en parlant de la place du français à ces occasions-là. D'ailleurs, récemment, avec les discussions là, sur la loi, le projet de loi 96, là, il y a eu des prises de position qui ont été prises, et notamment sur laissant entendre que la loi était peut-être une bonne chose, un progrès, mais il n'y avait pas grand-chose dans la loi sur la notion de qualité de la langue. Mm-hmm. Et ça, ça a été repris d'ailleurs aussi par la SUF, l'Association pour le soutien à l'usage de la langue française, qui dans son mémoire a laissé montrer que les mots qualité de la langue étaient très peu présents dans le projet de loi. Oui, c'est vrai. Et moi, là-dessus, je partage tout à fait cette opinion parce que, effectivement, on parle du français, mais si la qualité de la langue devient effrayante à un moment donné, et quand je lis les journaux actuellement, on dirait que ça s'est redégradé par rapport à... Moi, je suis ici quand même au Québec depuis précisément 50 ans. Okay. Et j'avais vu des progrès, et là, on dirait que ça se redégrade. Non pas tellement que les mots sont toujours en français parce que les gens utilisent probablement des correcteurs orthographiques, mais la syntaxe, souvent, par exemple, est très attaquée, j'ai même vu des paragraphes de journaux, parfois, qui sont presque incompréhensibles, parce que, à moins de connaître le dossier, mais à ce moment-là, c'est pas la peine de lire l'article si on connaît le dossier. Et donc, la notion de qualité de la langue, ça, c'est un point qui est à développer. Et si c'était valorisé par exemple, nos artistes à des occasions comme ça, c'est clair que ça nuirait pas. Je pense qu'on s'entend. Mais je veux aller vers, justement, vos origines, votre présence à la tête de la Société Saint-Jean-Baptiste, puis votre parcours dans tout ça. J'imagine que ça remonte les idées en ce sens-là à votre découverte de la situation du français au Québec à votre arrivée et par la suite. Qui était bien différente, d'ailleurs, je dois dire, et de ce que... Encore une fois, j'ai constaté d'énormes progrès à un moment donné, assez rapides quand je suis arrivé ici, c'était en 1967 à peu près, donc la situation n'était pas mauvaise, mais bon, les journaux, c'était pas forcément, les médias en général, extraordinaires. Mais, entre parenthèses, en France, c'est pas tellement mieux non plus. En France, les anglicismes sont différents, mais le nombre de défauts ou le volume de défauts, si je puis dire, est équivalent. Et en plus que la France devrait donner l'exemple, ce qui est encore plus choquant. Mais j'ai vu il y a eu des progrès reliés à l'enseignement, probablement à la télévision, radio, et tout ça. Et puis on dirait que à un moment donné, il y a une espèce de routine qui s'est installée dans le mauvais sens du mot, là. Okay. Et que, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est la qualité, c'est la syntaxe, là, qui est parfois gravement atteinte, les prépositions, tout ça, enfin, les verbes, les auxiliaires de verbes, être, avoir, et les choses comme ça, là. Ça s'est anglicisé en ce sens. Etc. Enfin, bon. Ça s'est anglicisé en ce sens, peut-être. Simplement même du texte, parfois, qui est... Là, c'est une question d'enseignement, plutôt la disparition du cours classique. Ça n'a pas été... ça a nuit beaucoup, je pense, à cette question-là. Anglicisation, peut-être d'une façon qu'on a plus de difficulté à cerner, c'est-à-dire une espèce de simplification. La langue anglaise est très, pour le dire dans la leur, straight to the point, et on a eu une tangente peut-être dangereuse à copier cette simplicité-là.
si je vous entends bien, Henri Rallon. Une tendance à quoi? À simplifier à outrance. La langue française permet qu'on soit un peu plus lyrique et ça a été abandonné dans l'écrit, si je vous entends bien. Et ce que je vous dis, surtout, c'est le... Je voyais tout à l'heure, je lisais les informations, là, et puis je lisais, parce que je les regardais maintenant plutôt sur Internet, là. C'était un concours en France administratif, là, et puis c'était un commentaire des autorités là-dessus. Ils disaient que on avait l'impression que les gens, dans ce concours français, au fond, un concours d'un haut niveau, quand même, hein, c'est bon, universitaire, okay. Et que les gens ne comprenaient pas, au fond, de ce dont ils parlaient, finalement. Hein, et ça, c'est presque pire. C'est même plus tout à fait un problème linguistique, à la limite. Hein, c'est un problème intellectuel. De compréhension philosophique, quasiment. Je veux dire, ça dépasse même la langue. Hein, vous pouvez parler un excellent français, mais si vous ne savez pas de quoi vous parlez, si vous ne comprenez pas de ce dont vous parlez, ça ne donnera pas plus d'intérêt à vous lire, finalement. Hein. Exact. Si on se projetait quelques instants, Henri Rallon, l'identité du Québec sans la langue, imaginons ça une seconde, considérez-vous que il y a les particularités, en fait, se résumeraient à très peu de choses. Est-ce que, quand même, on serait une société distincte, une société différente de ce qui se produit, ce qu'il y a ailleurs en Amérique du Nord? Disons que quand on parle d'un pays, là, si on est indépendantiste surtout, là, mais même si on n'est pas indépendantiste d'ailleurs, quand on parle d'un pays, il faut quand même qu'il y ait... On a beau être aussi inclusif qu'on veut, il faut quand même qu'il y ait quelques caractéristiques minimum pour définir ce pays par rapport à d'autres, là, je veux dire. Hein. Mm-hmm. Et donc, on peut penser que la langue est quand même un élément important. La religion, jusqu'à un certain point, si ce n'est pas la religion pratiquée, mais au moins la religion, si je puis dire, ethnologiquement, ethnologique, enfin, ou bien, comment dirais-je... Qui est derrière les traditions, comme Noël. Les traditions, voilà, exactement, vous avez raison. Les traditions, hein, on peut très bien ne plus pratiquer du tout, mais être de tradition chrétienne ou catholique. Il resterait ça quand même. Et que ça peut même être repris par des gens qui sont pas du tout, qui arrivent d'ailleurs aussi, et qui peuvent comprendre éventuellement ces traditions, parce que, bon, c'est un pays, puis que il y a une histoire derrière lui et que il y a des traditions derrière. Il y a ces questions-là. Il y a aussi parfois des visions un peu plus même carrément économiques. Enfin, c'est sur le genre de système économique qu'un pays peut avoir ou ne pas avoir. Une certaine action de l'État, par exemple, qui c'est sûr, est un peu plus importante au Québec peut-être que dans d'autres même provinces du Canada. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Souvent, on voit ça, les gens qui ça leur paraît bizarre, notamment ailleurs au Canada, on est aussi, soit dans le système de santé, soit au niveau économique, on a une certaine idée de l'intervention de l'État possible. Hein? Ça demeure drabe comme particularité, mais oui, on comprend votre vision. C'est vrai que tout ne se résume pas à ça, mais c'est un vecteur important. On s'entend là-dessus. Pour ce qui est du Canada, j'aimerais vous entendre. Sans le Québec ou avec un Québec qui serait anglophone, imaginons-nous dans une situation comme ça, projetons-nous dans quelque chose de factice, mais qui quand même, rendu là, est évocateur. Comment vous percevriez le Canada? Est-ce que c'est carrément, simplement, un État américain avec une assurance maladie? Non, parce que, quand même, avec le temps, je trouve que, pour avoir voyagé un petit peu des deux côtés, là, de la frontière, je trouve qu'il y a quand même des différences entre le Canada et les États-Unis. Hein, il y a une manière de voir les choses qui est plus anglaise ici un peu là dans le Canada anglais là que les États-Unis. Il y a une manière aussi, là, encore une fois aussi, de voir les choses économiques là, par exemple, qui sont un peu d'une manière un peu différente. Là, on se rend compte souvent les différences même entre les partis quand on compare le Parti conservateur ici et le parti, par exemple, le Parti républicain aux États-Unis. Quand on voit les articles de sciences politiques, enfin, ou choses comme ça qui sont reliés des deux côtés de la frontière, on voit quand même de grosses différences dans la manière de voir quand même. Ne serait-ce le bipartisme, c'est très... aussi, c'est une grosse différence aussi entre les deux, entre parenthèses. Quand même, dilué ici, là-bas, c'est très, très bien ancré. Bon, il y a effectivement des différences. C'est sûr que là, Québec
contribue à ce que ça soit plus joyeux, plus folklorique, plus sympathique, ces différences-là. Ça, il n'y a pas de doute. Mais j'aime la candeur. On n'est pas obligé d'aller dans un sens ou dans un autre. On explore ici dans les salles du français et on continue à se questionner sur la langue en s'exportant ailleurs. Vous avez parlé un peu de la situation du français en France tout à l'heure. Peut-être y revenir, mais ma question est celle-ci. Votre degré d'inquiétude pour cette langue-là dans le monde, 300 quelques millions de locuteurs, oui, c'est bien, et l'Afrique en génère de nouveau régulièrement, mais quand même sur une population de plus de 8 milliards d'êtres humains, c'est pas si grand. Le problème, c'est que le monde, excusez, ça a l'air d'une évidence que je vais dire, mais le monde est en train de changer, je veux dire, comme on dit, et c'est le cas en l'occurrence, bon, ça a toujours été le cas, mais je veux dire qu'il y a eu des choses qui sont en train de changer dans le monde. Par exemple, à l'instant de l'Afrique, là, ce qui était pouvait être, et peut-être encore peut l'être, un point fort du français dans le monde, là, étant donné la croissance démographique de l'Afrique. Voilà. Mais malgré, par contre, au niveau géostratégique, si vous voulez, là, certains pays commencent à essayer de tasser légèrement la France dans les anciennes colonies, appelons-les comme les choses par leur nom. La Chine, par exemple, les États-Unis, la Russie, la Chine sont en train actuellement un peu de tasser un peu la France dans ces coins-là. Et ça peut ne pas nuire, comme ça peut nuire aux Français. Enfin, je veux dire, ça peut nuire au sens que, bien sûr, si on est carrément tassé, puis qu'on est plus qu'un petit intervenant dans ces régions-là, ça peut nuire aux Français. Ça peut, par contre, avoir un effet positif, parce que ça met en relation avec le monde, justement, un peu, que ce soit les Russes, les Américains ou les Chinois, qui vont peut-être se mettre à parler un peu de français plus que pour l'instant. Donc, on peut voir des aspects positifs et négatifs, mais c'est quand même un dossier important à suivre, parce que ça pourrait être à long terme ça pourrait être mauvais éventuellement pour le français, quoi. La France, la Suisse, la Belgique, peut-être le Luxembourg, mais le français en Europe, juste une parenthèse. Oui. Votre vision du nombre d'anglicismes utilisés, on rit souvent des Français avec cette utilisation-là, qu'on considère outrancière à bien des égards comme francophone menacé d'une mer d'anglophones ici. Ça semble pas être le cas en France. Comment vous expliquez ça? Expliquer qu'on ne se sente pas menacé par l'utilisation d'anglicisme et qu'on ne voit pas ça comme une détérioration de la qualité du français. En France, en Belgique, en Suisse, l'Académie française, par exemple, accepte week-end comme désignation du samedi et dimanche. Et si on dit fin de semaine, c'est un québéquisme qui n'est même pas reconnu. C'est particulier. D'ailleurs, un petit peu à Québec aussi, parce que... Et oui, ben oui. Et souvent, on se dit, mais là, c'est dit en France. On entend le mot week-end un peu à Québec aussi. Ça sert de justification. Et effectivement, moi, personnellement, d'entendre ça ici, ça me touche un peu. Mais d'autant plus que notre belle expression était si fonctionnelle. Mais bon, les parkings, les news, les menus dans les restaurants et tout ça en France, en Europe, les zones. Oui, non, à mon avis, la situation là-dessus, comme on en a parlé tout à l'heure, mais la situation n'est pas bonne du tout. Par contre, peut-être que pour l'instant, la syntaxe est un peu moins attaquée en France. Ça, oui. Oui. Et qu'ici, peut-être un peu, oui. Mais par contre, le vocabulaire est plus attaqué. Puis surtout, il n'y a pas beaucoup de... Et là, je vous rejoins là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont prises, on dirait, là-dessus. Là. Non. C'est comme si vous disiez l'instant, comme s'il y avait une espèce d'indifférence sur ce sujet-là. Alors qu'ici, au Québec, on est au contraire assez sensible et sur ce sujet. Et à juste titre, bien sûr, on est plus menacé quand même, effectivement. Ouais. Parce qu'on est... Pas tellement parce qu'on est entouré de gens qui parlent d'une autre langue, mais ça en Europe c'est vrai aussi pour la France en Europe, jusqu'à un certain point si on met les pays comme la Belgique et la Suisse dans le même sac. Mais c'est surtout parce que c'est un petit nombre de gens par rapport à un gros nombre de gens autour de lui, alors qu'en Europe quand même la France a encore un poids démographique qui est quand même pas encore tout à fait négligeable. Donc là-dessus. Mais effectivement, la différence c'est
une espèce d'indifférence qui semble y avoir en France là-dessus. C'est probablement lié au fait qu'il y ait moins de danger. Effectivement, la locution française, là-bas, oui, ça et peut-être aussi une espèce de sentiment un peu plus... nous, etc. Enfin, une espèce d'orgueil un peu mal placé, je dirais, là. Hein? Mais d'une dominance, au moins, sur un territoire, une population plus grande, puis même, ça a été exporté, alors qu'ici, bon, on est dans une espèce de bastion avancé. Ouais. Je reviens au Québec et je nous mets en mode solution pour qu'on s'améliore dans notre utilisation du français au Québec. Qu'est-ce que vous prôneriez à nos auditeurs d'adopter comme comportement puis à nos dirigeants d'adopter comme politique? Je dirais une toute petite chose que quand je travaillais ici au gouvernement du Québec, là, j'ai été fonctionnaire ici au Québec. Là, okay. Et les gens souvent disaient, on regardait dans nos bureaux, puis on voyait les tranches de livres, les pages du bord du livre, là, ouais. de mon dictionnaire, elles étaient noircies un peu, là. Puis eux, quand je regardais certains de mes collègues, elles étaient toutes blanches, là. Je disais que c'est ça la différence, hein. Je veux dire, moi, parce que moi, j'étais considéré un peu comme un espèce pas spécialiste de la langue, déjà, fait, je suis sur un point, là, du français. Je disais, la différence, c'est pas que je connais mieux, mes connaissances sont meilleures que celles de mes collègues, là, mais c'est regarder le nombre de fois où je consulte mon dictionnaire par rapport à vous, là, voilà. Je veux dire, c'est énorme, la différence, quoi, hein. Vous étiez curieux, vous étiez intéressé, vous étiez... vérification aussi quand même, parce que pas sûr de moi forcément, là, mais donc je vérifie à chaque fois. Et ça, c'est un bon réflexe, je pense, à prendre, c'est de vérifier, là, soit le grévisme, comme on disait dans le temps, là, qui existe encore, mais maintenant, la grammaire a rechangé, c'est un peu, pour les anciens, c'est un peu compliqué à regarder. Mais... les dictionnaires, les grammaires, tout ça, bon, les dictionnaires de synonymes. C'est pas fait pour les librairies seulement. Hein, les dictionnaires de synonymes maintenant disponibles sur le web, c'est un outil extraordinaire. En plus, oui, mais... On devrait s'en servir plus de ces outils-là. Si ça, il ne faut pas hésiter, même si on se croit bon, là, on n'est pas, parce qu'on est tellement entouré de choses qui sont négatives là-dessus, qui sont mauvaises, enfin mal faites, là, tout ça, que ça finit par vous influencer, hein. Moi je me rends bien compte parfois, je suis en train de faire un courriel, puis est-ce que c'est fait comme ça prend-tu 2 ailes, ça fait là ou pas, je sais pas quoi, parce que j'ai tellement vu ailleurs écrit n'importe comment que je suis en train de douter de moi-même là-dessus. Donc je pense que ça c'est un point important, un point important. Et ça que tout le monde peut faire finalement, hein. Ça coûte rien enfin, du moment qu'on a un écran d'ordinateur ou un dictionnaire. C'est excellent. C'est très belle suggestion pour les politiciens. Vous savez que le moment qu'on vit ensemble est une initiative du ministère de la Justice, secrétariat pour la valorisation de la langue française du Québec. Il y a ça, mais sinon, mais encore, si on pouvait vous écouter au bureau du premier ministre ou ailleurs dans les sphères de décision, qu'est-ce que vous prôneriez? Là, on en a vu certains de ces dossiers-là avec la discussion sur le projet de loi 96, encore une fois, là. Hein, il y avait la question, donc, il y a la fameuse question de est-ce que les cégeps doivent ou non faire partie des contraintes, hein. Il y a la question aussi d'immigration. Enfin, je veux dire, cette question-là, c'est quand même presque en parallèle avec la question... la démographie et l'immigration, hein, c'est relié au dossier de la langue. On ne peut pas en sortir de cette question-là. Hein. Exact. Donc, ça ne sert à rien de faire plein de lois qui sont excellentes s'il arrive plein de monde d'ailleurs et qui n'ont pas du tout envie de s'intégrer au système francophone. Qui vont se mettre à parler anglais au lieu de français. Mais pas forcément par mauvaise volonté d'ailleurs, hein, en partie, c'est parce qu'un espèce de courant comme ça, là, bon, ils se rendent compte, comme disait l'autre jour le président de la compagnie, qu'on peut très bien vivre en anglais au Québec. Là, exact. La culture dominante aura toujours un attrait supérieur à une minorité. Et puis il y en a qui considèrent le Québec un peu, les nouveaux arrivants qui considèrent le Québec comme un espèce de tremplin, une marchepied pour aller finalement vers le Canada anglais ou les États-Unis aussi. Exact. Hein. Exact. Et ça fait une espèce de sas de transition un peu, là. Non, c'est dans la démographie que le secret se trouve pour cette préservation-là. Alors, c'est une précision importante et c'est, je pense bien, effectivement,
l'angle le plus important, je suis d'accord. Et je regarde le temps. Henri Rallon, c'est une conclusion. Oui. On va prendre ça comme tel. C'est une conclusion qui est fort sympathique et importante. Alors, on s'arrête là-dessus. Ça a été un plaisir. Eh bien, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir pu échanger avec vous là-dessus. Et merci encore. À la prochaine, on peut participer pour la Société Saint-Jean-Baptiste en allant faire un tour sur le site Internet, j'imagine? Absolument, oui. Notre site Facebook, surtout, là, oui. Notre site Facebook, Société Jean-Baptiste de Québec. Et puis, parfois YouTube aussi, également, Société Jean-Baptiste de Québec également aussi. Merveilleux. Merci encore. Au revoir. Au plaisir. Henri Rallon. Et c'était Les Salles du Français.